C'est notre dernière communication du colloque et on est ravis de t'accueillir, Virginie, euh, pour cette plénière de clôture de l'axe 3 et la plénière de clôture de notre colloque. La professeure Virginie André, qui est professeure des universités en sciences du langage à l'Université de Lorraine et membre du laboratoire ATILF. Virginie André est sociolinguiste et didacticienne, spécialiste de l'analyse des interactions et de son implication didactique. Ses travaux portent sur une question qui est au cœur même de ce colloque: comment exploiter les corpus d'interaction authentiques pour enseigner et apprendre le français langue étrangère. Elle mène ses recherches auprès de publics variés, étudiants, migrants et natifs en insécurité langagière, ce qui donne à ses travaux une dimension à la fois scientifique et profondément humaine. Virginie est également la créatrice et responsable du projet Fleuron, français langue étrangère universitaire, ressources et outils numériques. Fleuron est un dispositif d'apprentissage du français gratuit, en libre accès, accessible en français, en anglais et en espagnol, qui s'appuie sur des corpus multimodaux d'interaction authentique. Il est utilisé aujourd'hui par des enseignants et des apprenants dans le monde entier et il est référencé par France Éducation Internationale, plus communément appelé FEI, et mobilisé dans plusieurs projets de recherche internationaux. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore, je vous encourage vivement à le découvrir sur fleuron.atilf.fr. D'ailleurs, le lien est sur le site, sur la bio du professeur Virginie André. Sa conférence intitulée Simuler l'interaction en contexte hétéroglotte pour développer la compétence interactionnelle, l'apport des corpus d'interaction authentique vient clôturer nos 2 journées en posant la question qui nous habite tous, c'est-à-dire comment exposer nos apprenants à la langue cible, à la langue telle qu'elle est réellement parlée, quand l'immersion n'est pas possible. Virginie, c'est un honneur de vous donner le mot de la fin. Et la parole, ouais, je te tutoie, mais la parole est à toi. Je t'en prie. Merci beaucoup, merci Iman, merci à toutes. Alors je vais partager ma présentation. Voilà, c'est tout bon pour vous? Ouais, super, ben, merci beaucoup. Donc je tiens déjà tout particulièrement à remercier les organisatrices. Un bravo pour ces 2 jours, bravo pour l'organisation dans cette situation. C'est vraiment une belle prouesse que vous avez réalisée. Et puis merci beaucoup pour cette invitation. C'est un honneur pour moi de clore cet axe 3 qui a été vraiment enrichissant. Et puis aussi ces 2 belles journées. Et j'ai l'avantage de passer en dernier. Et l'avantage de passer en dernier, c'est que beaucoup de choses ont déjà été dites, donc c'est bien. Je vais pouvoir, ça m'a permis d'adapter mon intervention aussi en fonction de ce qui a été dit. Donc il y a beaucoup de choses qui ont déjà été précisées. Donc des choses, je ferai peut-être quelques rappels et puis je renverrai à certaines choses. Mais en tout cas, voilà, ça me permet aussi de voir que il y a une cohérence, des échos à tout ce qui peut-être, enfin, vous trouverez des échos à ce qui a été dit dans ces 2 jours. Alors, je vais commencer effectivement, et ce que je vous propose comme programme ou comme menu pour cette conférence, c'est de parler, on va parler d'interaction verbale tout d'abord et de compétences interactionnelles, hein. Comme l'a dit Iman, je m'intéresse moi au développement de la compétence interactionnelle. On va regarder comment on peut l'enseigner, l'apprendre, cette compétence interactionnelle. Et puis, on finira avec le dispositif Fleuron qui finalement vous permettra ou permettra d'enseigner et d'apprendre à interagir en contexte hétéroglotte, même si on verra est aussi utilisé en contexte homoglotte. Alors, tout d'abord, on va voir ensemble une petite définition des interactions verbales. On va commencer par ça parce que on va vers le développement de la compétence interactionnelle, apprendre et enseigner et apprendre à interagir. Donc, on va déjà commencer par une petite définition. Et moi, je vous propose ces 4 points, ces 4 composantes pour la définition des interactions verbales que je vais reprendre. Les interactions, elles sont situées, séquentielles, collaboratives et co-construites. Alors, qu'est-ce que j'entends par là?
Tout d'abord, les interactions, elles sont situées. Ça veut dire qu'elles sont dépendantes de la situation de communication. On en a beaucoup parlé déjà pendant ces 2 jours. Elles sont toutes différentes des unes des autres. Et différents éléments influencent les interactions. Je vais y revenir, hein, il y a plusieurs choses. On a parlé de l'interlocuteur, de l'identité de l'interlocuteur. Déjà, donc on a différents éléments qui influencent la situation. Je vous mentionne quelques petites citations par rapport à ces interactions situées. Tout d'abord, Catherine Carbrato-Recchioni qui nous dit les propriétés du contexte déterminent entièrement les opérations de production des énoncés, aussi bien que leur interprétation. Donc la situation, le contexte va influencer la production, mais aussi l'interprétation. Et moi, je dis par ailleurs, ainsi il est vrai que certaines pratiques langagières, donc les mots qu'on utilise, je reviendrai sur ce terme de pratique langagière, peuvent redéfinir certains éléments de la situation de communication et transformer certains aspects des rapports sociaux. Par exemple, si on est en train d'échanger et puis tout d'un coup on a un conflit qui émerge, peut-être que les pratiques langagières, les mots qu'on va utiliser vont redéfinir nos rapports. Ça peut être, je reviendrai sur cet aspect, ça peut être ce qui va influencer la situation. Mais ça peut arriver, ça arrive, mais en tout cas, il existe une réalité sociale et matérielle objective qui influence de façon déterminante les interactions verbales. On en a déjà parlé et je reviendrai tout à l'heure. Et puis, j'aborde un petit peu, Iman l'a annoncé tout à l'heure, j'annonce un petit peu l'utilisation des corpus. Pour analyser les interactions, j'utilise des corpus et les corpus donnent accès à la contextualisation et à la variation pour que les apprenants apprennent à interagir de façon appropriée à la situation et on y reviendra à plusieurs reprises. Je vous propose, pour illustrer un petit peu ces interactions situées, je vous propose 4 petites vidéos très courtes dans des situations différentes et vous allez voir qu'en fonction de la situation, vous allez tout de suite identifier la situation. On a des interactions qui sont très différentes. Donc la première, c'est à la scolarité d'une université. C'est un jeune homme qui vient retirer un diplôme. Bonjour. Mon chercheur m'a relevé une note. Oui. Alors, vous étiez en DWM? Oui, c'est ça. Oui, je suis. Voilà vous voyez un petit peu vous entendez, on ne va pas l'analyser, juste on entend hein, le type d'interaction qui s'y déploie. La deuxième, c'est quelqu'un qui accueille une amie chez elle, une jeune femme qui accueille une amie. Oui, vas-y, salut. Ça va bien? Ouais. Un peu plus. Il y a des cartons partout, on ne trouve pas. Enfin, je veux vivement samedi. Donc elle va déménager. Ici, si on compare les deux situations, on a deux situations où on a des salutations. Évidemment, en fonction de la situation, on n'a pas du tout les mêmes salutations. Et en bas de l'écran, vous avez deux situations qu'on pourrait dire presque similaires, puisque ce sont des consultations médicales. Alors, je vous laisse écouter la première consultation. C'est chez une kinésithérapeute. Alors, c'était sur votre main droite, c'est ça? J'ai vu sur l'ordonnance. Écoutez, je vous laisse parfait. Pour monter un petit peu la manche. Est-ce qu'au niveau de votre épaule, ça va, vous êtes bien installé? Oui, ça. Ok, très bien. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi. Donc, vous voyez, elle essaie de le mettre à l'aise, de poser des questions. Et on a une autre consultation médicale, donc même genre de discours, presque même contexte, qui est, vous allez le voir, différente. Vous en êtes où avec le Covid, là? Oh, rien. Rien. Vous avez été revacciné Non. cet hiver? Non. Ouais, franchement, C'est moyen, ça, hein? ça Pourquoi j'ai la grippe? Ouais, alors ça, c'est moyen. Oui, carrément. Hein, C'est ça, vous, hein. Ah, c'est gentil. Mais je j'ai pas préférais réussi à que vous ne pensiez pas à moi que vous fassiez vacciner. J'ai malheureusement pas pris le temps de le faire. Donc ici, on voit bien qu'on a une autre situation et on a des échanges tout à fait différents. C'est un spécialiste, quelqu'un qui est un peu dépressif, et donc on a une situation qui est complètement différente. Donc on a des interactions qui sont situées et donc dépendantes de leur situation de communication. Pour schématiser un peu ça, je vous propose un schéma justement qui part des pratiques langagières et qui montre un petit peu l'imbrication de tout ça. Donc, on a des pratiques langagières, les mots qu'on utilise, je vous donnerai des exemples, qui permettent de réaliser des activités langagières. Moi, j'utilise le terme d'activité langagière, c'est une façon en interaction d'utiliser acte de parole, ça marche aussi, hein, s'excuser, remercier, informer.
Et tout ceci se déroule dans un genre de discours particulier, une conversation, une réunion, un cours, une conférence, et dans une situation de communication particulière, l'identité des locuteurs, les relations qu'ils entretiennent, les lieux, etc. Et tout ceci est imbriqué parce que tout ceci s'inter-influence. Et la flèche descendante qui va de la situation en pratique montre bien à quel point la situation de communication, les éléments de la situation de communication influencent les mots qu'on utilise, les pratiques langagières ou les mots qu'on utilise. Ça influence aussi le genre de discours. Par exemple, on a tous assisté à des cours, mais on voit bien qu'en fonction de l'enseignant, en fonction des apprenants, on n'a pas le même genre de cours. On a bien un genre cours, mais le cours en lui-même est différent aussi parce qu'on a des éléments de la situation qui sont différents. Et puis la flèche ascendante, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est si je suis avec un ami et puis tout d'un coup il se met à m'insulter, peut-être qu'on ne sera plus amis ensuite. Donc on a des pratiques langagières qui redéfinissent un petit peu la situation de communication. Pour illustrer ça, je vous décline un petit peu le schéma. On a donc des ressources, ce qu'on appelle des pratiques langagières ou les ressources qu'on utilise. Alors, on en a déjà aussi parlé, hein, ces ressources, elles sont multimodales. Bien sûr, il y a la modalité verbale, les mots qu'on utilise, les mots, la syntaxe, mais il y a aussi les expressions faciales, les gestes, les regards, les postures, les intonations, les objets qu'on manipule. Tout ceci entre dans les ressources qu'on utilise pour interagir. Donc, les ressources qu'on utilise nous permettent d'accomplir des activités langagières, demander un renseignement, demander de l'aide, donner son avis, etc. Et puis, tout ceci se déroule dans un genre de discours, comme une conversation, un entretien, une réunion, et dans une situation de communication particulière, avec des locuteurs qui ont des identités particulières, des relations particulières, dans des lieux spécifiques, on interagit pour des objectifs spécifiques, avec des enjeux particuliers, en respectant des normes sociales, culturelles. Tout ceci est compris dans la situation de communication. Et puis, les flèches dont je vous parlais tout à l'heure, la situation qui influence largement les ressources qu'on utilise et inversement les ressources qu'on utilise qui vont redéfinir un petit peu le genre de discours, la situation de communication. Donc ça, c'était notre première composante. Deuxième composante définitoire des interactions verbales, elles sont séquentielles. C'est-à-dire qu'elles se construisent tour de parole par tour de parole. Les locuteurs s'alternent. Ça veut dire aussi qu'on les analyse dans leur temporalité. Vous verrez l'importance de cet aspect tout à l'heure. On analyse les interactions dans le temps de leur production. Si on veut analyser des interactions, c'est difficile d'analyser un bout d'interaction si on n'a pas ce qui précède et pas ce qui suit. C'est difficilement compréhensible. Et donc, elles sont séquentielles. Elles respectent le principe de l'alternance des tours de parole qui a largement été démontré analysé par les travaux pionniers des interactionnistes, hein, c'est l'unité d'analyse de l'analyse conversationnelle. On a un principe, les locuteurs s'alternent successivement, de manière précise et coordonnée, sans s'être concerté à l'avance. On ne se dit pas c'est moi d'abord, ensuite c'est toi, maintenant c'est moi, etc. Tout ça se fait de façon naturelle. Et en tout cas en France, on évite les silences et les chevauchements parce que on trouve le silence gênant et on évite de parler trop longtemps en même temps que quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on appelle la machinerie des tours de parole. Mais comme tout principe, il n'est souvent pas respecté. Et donc on a différentes situations de prise de tour. Je vous montre deux exemples. Ici, on a une vidéo où on a deux étudiantes. On a une étudiante cubaine qui raconte son expérience en France. Alors, je vous fais écouter quelques secondes. Déjà, des trucs positifs. Ouais, La bouffe est très bonne. ok. Nous, on adore. Tout, les fromages, le vin, tout. C'est vrai? Ouais. Vous avez tout goûté, tous les Non, trucs. bah, le tout, il y a Enfin, pas mal de choses. ouais. Mais oui, c'est vrai qu'on a mangé beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas du tout. Et on a bien aimé. Alors, comme quoi, par exemple? Raclette, croûte. Ouais. Donc ici, c'était une étudiante cubaine. Et puis, je vous fais écouter, au regard de cette vidéo, une vidéo où on a trois étudiants. Les deux étudiants il y a deux étudiants qui sont en sciences politiques qui racontent un petit peu leurs études à Sciences Po, comment ils vivent leurs études à une autre étudiante qui, elle, n'est pas
en sciences politiques. Et je vous laisse écouter ce qui se passe au niveau des tours de parole. Déjà, au début, c'était la prescription, le truc, c'était que t'es que, entre guillemets, entre meilleurs. Genre, toute ta vie, t'as été meilleur de ta classe. Ouais, C'est ouais, comme ouais, si t'avais une classe de meilleurs de la classe, tu vois, genre en mode Ouais, oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais si, parce que parce que vous foncièrement, tu demandes à n'importe qui, la plupart étaient Ouais. top 5 de leur classe dans leur classe de lycée. Donc si, Donc ici, on voit bien qu'on n'a pas du tout la même façon de prendre la parole que dans la première vidéo avec notre étudiante cubaine. Notre étudiante cubaine, en fait, d'abord, il n'y a que 2 locuteurs, donc évidemment, il y a moins de chevauchement. Et c'est plutôt sur le mode de je te raconte un petit peu mon expérience, je te donne les trucs positifs à une étudiante française elles sont en train de discuter dans un canapé. Et donc, elle raconte un petit peu quelque chose. Donc, l'étudiante française la laisse raconter. Et puis, il y a des marqueurs d'écoute, elle rit, etc. Les étudiants qui parlent de Sciences Po, où ils disent c'est les meilleurs des meilleurs, en fait, les 2 étudiants qui sont à Sciences Po parlent en même temps, mais aussi l'autre étudiante. Il y a beaucoup de chevauchement et ça gêne pas l'interaction. Alors, ça gêne pas l'interaction. Ici, on a des natifs. On verra plus tard que pour des non-natifs, c'est plus compliqué. Donc, on a différentes façons de prendre son tour. Donc la séquentialité est importante. De quelle façon on se fait l'alternance des tours de parole et comment on prend son tour, ça va être une question aussi importante pour la compétence interactionnelle. Ensuite, le 3e point, c'est le fait que les interactions, elles sont collaboratives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les locuteurs s'ajustent à leurs interlocuteurs et ils s'ajustent les uns sur les autres et sur le fond et sur la forme. Ça veut dire que si vous parlez d'un thème, je vais rester sur ce thème. Je vais contribuer à apporter quelque chose sur ce thème. Bien sûr, je vais pouvoir aussi dire, ah je voulais aussi te parler d'autre chose. Mais si vous me posez une question sur quelque chose, je vais répondre, donc je vais m'ajuster sur le fond. Et puis, on a aussi des ajustements sur la forme des tours de parole des locuteurs et on a des interactions qui sont collaboratives. Je reviendrai sur la forme après. Alors, quelques petites citations aussi sur la collaboration. Lorsque les interlocuteurs s'engagent dans une interaction verbale, ils produisent des formes linguistiques et interactionnelles adéquates. C'est ça quand je parle d'ajustement sur le fond et la forme, ou d'ajustement communicationnel. Et puis, en fonction d'une certaine connaissance de la situation de communication, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'ajustement situationnel. Véronique Traverso nous dit la parole en interaction est co-construite par les participants par l'attention que portent continuellement les participants à ajuster leur production à leurs interlocuteurs. Donc on s'ajuste, là encore, sur le fond et sur la forme. Et Catherine Bratoricchioni qui nous dit que le discours est le résultat d'un travail collaboratif. On s'ajuste les uns sur les autres. Si je vous vois froncer, si je vois Georgia froncer les sourcils, je vais me dire que peut-être je ne suis pas claire et je vais ajuster mon discours en fonction de son interaction. C'est aussi possible lors d'une conférence ou en visio. Et donc, on s'ajuste. Et je vous donne un exemple d'ajustement ici sur la forme, alors sur le fond bien sûr, mais aussi sur la forme. Ici, j'ai que le son, c'est un extrait du corpus take-off de la TILF. On a des personnes qui sont réunies en assemblée générale et ils doivent organiser un événement pour une association. Alors, je vous laisse écouter un petit peu. Ceux qui ont 60 ans, 50 ans, on va essayer d'en avoir de tous les âges. Parce que j'ai relevé la liste, il y en a pas mal quand même, de chaque catégorie. Et on s'est trouvé que ça, enfin, je sais pas, moi j'ai pensé que ce sera un moyen de mélanger un peu les générations et faire venir peut-être des gens qui vont faire bouger un peu les gens, parce qu'apparemment, c'est galère, hein. Donc, vous voyez ici, on a ce que moi j'appelle une énonciation conjointe. Je reviendrai sur les termes tout à l'heure. On a L1 qui complète le discours de L4. L4 qui dit mélanger un peu et L1 qui apporte ce qu'on appelle aussi une complétion, qui complète le tour de parole de L4. Et L4, le locuteur 4, accepte cette complétion et la reprend. Donc, en validant cette complétion, les générations et faire venir un peu les gens, etc. Ici, pour moi, c'est une très jolie trace
de la collaboration entre les locuteurs. Cette collaboration, elle se situe aussi à ce niveau-là. Je commence un énoncé, vous allez le compléter, vous allez le finir. Et donc ça, c'est des jolies traces. Je vous montre un autre exemple. Ici, c'est une vidéo. C'est 4 étudiantes qui sont en train de discuter de leurs études. Alors, ça parle un petit peu de Covid, vous allez voir, et de ce qu'elles auraient pu faire. Alors, je vous laisse écouter le tout petit extrait. En plus de ça, juste après, ma mère elle a été à l'hôpital, donc ça a été compliqué. Et ensuite, il y a eu les partiels, j'ai eu le Covid. En fait, je pense que tout s'est enchaîné pour dire que il fallait que j'arrête et stop, quoi. Donc, Je ne sais pas si vous avez bien vu, mais c'est la E3, c'est la personne tout à droite avec un pull blanc qui produit Stop et qui est repris par les E2, l'étudiante 2, qui dit fallait que j'arrête et stop. Donc là aussi, on a une complétion de la part de E3, donc on a une trace de la collaboration. Ces phénomènes, ils ont été appelés différemment en fonction des travaux. Donc, Sachs, dès 92, parlait d'initiation-réaction. Et la réaction, ici, c'est une complétion. On complète l'énoncé. Lorenza Mondada parle d'achèvement collaboratif. Thérèse Jeanneret parle de co-énonciation. Claire-Blanche Benveniste parlait de texte à plusieurs voix. Moi, je parle d'énonciation conjointe. Tous ces termes sont synonymes, désignent à peu près les mêmes choses. Et en tout cas, ça montre que l'interaction, c'est le fruit d'une activité conjointe. Et on verra que c'est aussi ces aspects-là qui peuvent poser des difficultés pour des apprenants. Et enfin, le quatrième point définitoire des interactions, elles sont co-construites. Alors, il y a d'abord l'ajustement sur la collaboration et la co-construction. En fait, la co-construction signifie que chacun apporte sa pierre à l'édifice quand on construit un discours. Les locuteurs construisent en fait un discours commun et quand on interagit avec quelqu'un, que ce soit avec une personne ou plusieurs personnes, on ne construit pas son propre discours parallèlement au discours des autres. Donc on se met ensemble pour construire un discours commun. Et ça marche aussi dans les cas où il y a des conflits. Par exemple, on construit aussi un discours commun, on coopère pour arriver à nos fins, et nos fins peuvent être de maintenir un désaccord. Mais on coopère en tout cas pour construire un discours commun. Là aussi, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été écrits sur la co-construction, hein. Là, je renvoie de nouveau à Catherine Kerbara-Torrecchioni. Les participants coordonnent leurs activités pour produire un discours commun. Moi, je dis souvent que interagir, c'est co-construire. Véronique Traverso nous dit aussi la parole est produite pour ses destinataires, ça renvoie à la collaboration, et est produite avec ses destinataires, puisqu'elle est co-construite par les participants. Donc on a vraiment ces aspects de co-construction. Il y a eu beaucoup, alors ça a été beaucoup dit, mais il y a peu d'études sur la forme que ça peut prendre, cette co-construction. Mais on est tous d'accord pour dire qu'il y a co-construction en interaction. Je vous montre un petit extrait d'une interaction. Ici, on a 3 jeunes femmes qui sont en train de manger des burgers et qui discutent d'un film, qui discutent du film L'amour ouf. Alors, peut-être avant de regarder la vidéo, regardez un petit peu comment elles co-construisent, c'est l'objet, hein, elles co-construisent leur discours. là, t'es allé voir L'amour ouf la semaine dernière, non? Ouais. C'est bien. Ouais, vraiment, moi j'ai bien aimé le film. Enfin, il est un peu long, par contre, ça c'est un peu long. Il est long et je trouve qu'il est platonique. Moi, il n'y a pas d'éléments qui te, qui te font dire waouh. Il n'y a pas genre un retournement dans son situation. Non, c'est la même basique. Ouais, genre en mode chat. Ouais. Donc ici, on voit que chacune, même s'il y en a une qui n'est pas allée voir le film, chacune apporte sa pierre à l'édifice et elles co-construisent ce discours sur ce film et ça dure pendant un moment et elles apportent tout un petit bout elles participent tous à un discours commun. Donc ça, c'était la quatrième composante définitoire. Et maintenant, on va voir ce qu'on peut en faire du côté de la compétence interactionnelle. Ce qui va nous intéresser, en tout cas, ce qui m'intéresse, moi, c'est euh, comment on peut justement réutiliser ce que l'on sait des interactions pour comprendre ce que ça signifie d'être compétent en interaction. Et pour moi, la compétence interactionnelle, elle a 4 composantes
Et vous voyez, ce n'est pas un hasard, les 4 composantes correspondent aux 4 composantes définitoires des interactions. Première chose, être compétent en interaction, c'est savoir s'adapter à la situation de communication, savoir s'adapter au cadre spatio-temporel, au statut de son interlocuteur, au rôle conversationnel, aux relations, aux objectifs, etc. Tout ce qu'on a déjà mentionné tout à l'heure. Mais ici, du côté de la compétence, c'est-à-dire ce qu'il faut savoir faire pour être compétent. Deuxième point qui revient souvent dans les difficultés d'apprenant, savoir prendre sa place dans l'interaction, autrement dit, savoir prendre son tour, savoir intervenir. On a des apprenants qui nous disent, moi, je sais pas comment prendre la parole, j'arrive pas à prendre la parole, je sais pas prendre mon tour. Donc, c'est intervenir dans le déroulement temporel, séquentiel de l'échange de façon dynamique et spontanée, ne pas louper j'avais quelque chose à dire, mais j'ai pas réussi à prendre la parole. C'est savoir s'ajuster, troisième point, à son interlocuteur pour construire son propre discours. Donc, je réussis à m'appuyer sur ce que dit l'autre pour construire mon discours. Vous savez qu'en interaction, on a des actions mutuelles. Je dis quelque chose, ça agit sur vous, vous allez dire quelque chose, ça va agir sur moi et j'ajuste mon discours en fonction de tout ça. Et puis, c'est savoir co-construire un discours commun ou construire, on parle aussi d'un discours collaborativement. Et en fait, là, c'est même chose, hein, c'est réussir, juste comme on vient de le voir avec la vidéo précédente, à apporter sa pierre à l'édifice. Et pour être compétent, donc il faut réussir à savoir, il faut savoir faire ces 4 points. Et il faut savoir mobiliser les ressources nécessaires, on parlait déjà de ressources tout à l'heure, pour interagir de façon appropriée, mais aussi savoir interpréter les ressources utilisées par ses interlocuteurs. Et ces ressources, comme on l'a déjà dit, elles sont verbales, mais sont aussi non verbales, comme la prosodie, les regards, les gestes, les postures. Myriam, tout à l'heure, a parlé des différentes modalités appropriées pour ces apprenants quand ils doivent faire des exposés. Eh ben, on est dans cette situation. Donc ça, c'est la définition de la compétence interactionnelle. Ça veut dire quoi être compétent en interaction? Ben, c'est réussir. Et ces composantes, on peut savoir s'adapter à la situation et ne pas savoir prendre sa place. Donc on peut progresser de façon inégale dans ces 4 composantes. Maintenant, vous allez me dire, OK, mais comment on gère ça et comment on enseigne ça dans comment on enseigne la compétence interactionnelle? Comment nos apprenants peuvent maîtriser cette compétence interactionnelle? Alors peut-être un petit détour, ça a déjà été mentionné, ça a déjà été dit plusieurs fois dans ce colloque. Les compétences langagières à l'oral sont les plus difficiles et sont généralement les moins travaillées en FLE. Ça a été dit, ça a été très bien dit tout au long de ce colloque. Et souvent, on a une primauté de l'écrit, et même quand l'oral est enseigné. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré des enseignants qui disent, ah, mais moi, mes apprenants, je fais de l'oral avec mes apprenants parce qu'ils font des débats. Et ils préparent les débats à l'écrit avant. Ben, on n'est plus dans l'oral. Donc, même quand on dit qu'on fait passer de l'oral, eh ben, en fait, on fait travailler la prononciation, des choses comme ça, mais pas l'interaction. Et donc, même quand on parle de l'oral, hein, souvent, on fait travailler, on passe par l'écrit. Alors que, il y a une étude qui a été menée auprès de pas mal de personnes qui montre qu'on passe 50% de notre temps à écouter, 24% à parler et seulement 14% à lire et 12% à écrire. Alors c'est peut-être peu moins vrai pour des universitaires, mais en tout cas, voilà ce que l'on constate pour... Donc vous voyez que l'écrit a toujours la priorité alors que l'oral, ben, on en a vraiment besoin. Et puis, on a des difficultés, vous l'avez aussi mentionné, même pour des apprenants à un niveau avancé, qui ont des difficultés pour interagir, même quand ils ont un très bon niveau. Des difficultés pour des apprenants qui ont, qui ont des difficultés pour comprendre le français tel qu'il est parlé et à s'exprimer dans des situations quotidiennes les plus fréquentes. Je ne parle pas des situations de classe où là, il y a un vrai travail, on parle d'exposés, des choses comme ça, mais dans des situations plutôt spontanées. Alors, je vais reprendre à mon tour des paroles d'apprenant. Ça a déjà été fait par France ce matin,
mais des paroles d'apprenants hein, qui disent c'est pas la langue que j'ai apprise dans mon pays, donc quand ils arrivent en France. Hein. Mes amis me disent que je parle comme un livre, ou une étudiante coréenne qui dit quand je parlais avec quelqu'un sur l'appli Tandem pour améliorer mon français, donc quand elle était en Corée, elle me demandait si j'utilisais la traduction en me disant tu parles bien, mais tu parles un peu comme un robot. Donc voilà ce qu'on peut trouver. Et même les enseignants eux-mêmes disent, et là Mohamed l'a bien montré aussi tout à l'heure, hein, les enseignants disent les apprenants sont bloqués par les petits mots de l'oral. Et même les apprenants les plus avancés ne réussissent pas à participer aux discussions parce que ça ne ressemble pas à ce qu'ils ont appris avant de venir. Ou encore, un enseignant qui écrit dans un témoignage, nous nous sommes rendus compte que nous n'enseignons, voire n'utilisons finalement chez nous, qu'un oral qui ressemble à de l'écrit. Nous enseignons à parler comme des livres. Donc il y a aussi des enseignants qui font ça. Et là encore, là, je ne jette pas du tout la pierre aux enseignants parce qu'on va voir qu'enseigner l'oral spontané, l'oral en interaction, c'est pas évident. Pourquoi on a ce type de constat? Alors moi j'aime bien comparer des manuels avec des interactions authentiques. Là, je vous ai comparé une interaction euh, que j'ai trouvée sur le podcast Français Facile parce que j'ai choisi ce podcast parce qu'il est utilisé par beaucoup d'enseignants. Et on a une interaction dans un café, donc quelqu'un qui passe une commande. Alors je vous la fais écouter. Monsieur, bonjour. Bonjour, un café, s'il vous plaît. Un café. Voilà, monsieur. 3 €. Tenez. Merci. Et je vous fais écouter une interaction authentique extrait du corpus Fleuron. Vous commandez un spritz, une panne de pipe, s'il vous plaît. Un spritz et une pils, ça marche. Ok. Merci. Merci. Alors, c'est ça, oui. Donc, Merci. Merci beaucoup. c'est bien. De voir, Ici, alors déjà, évidemment, on est du son contre de la vidéo, et ici, la vidéo, elle aide vraiment à comprendre l'interaction. Et parce qu'il y a beaucoup de choses qui relèvent de la multimodalité, ce que j'ai mis en jaune ici, et puis il y a plein de choses qui n'apparaissent pas dans l'interaction de manuel, des formulations qui sont spécifiques à l'interaction transactionnelle commerciale. Je peux vous commander, et puis on a des choses, la serveuse qui répète pour confirmer, des ça marche, des tout quand elle appuie sur sa machine. Vous voyez on est très loin de l'interaction du manuel. Ça a déjà été dit plusieurs fois, je passe assez rapidement. Maintenant, ce que permettent les corpus, et j'espère que je voulais un petit peu amorcer en vous présentant des vidéos, qui illustre un petit peu les définitions hein, des interactions, ce que permettent les corpus d'interaction authentique, toutes les interactions que je vous ai montrées jusqu'à présent, à part l'interaction manuelle sur laquelle on vient de travailler, sont des interactions authentiques, c'est-à-dire des interactions qui auraient eu lieu de la même façon si on n'avait pas été là pour les filmer. Donc, l'avantage des corpus, c'est justement d'exposer les apprenants à la langue réelle, aux variations, on en a déjà beaucoup parlé, aux spécificités du français parlé en interaction et en situation. Et on va au-delà du document authentique pour aller vers des documents en corpus, c'est-à-dire qu'on peut comparer des documents entre eux, comparer des transactions commerciales entre eux, comparer des consultations médicales entre elles parce qu'elles ne se déroulent pas toutes de la même façon. On a accès aux usages, aux pratiques langagières les plus fréquentes. Ça facilite la compréhension parce qu'on a de la contextualisation. On sait que c'est une consultation, on se prépare à écouter. Il y avait quelqu'un dans le chat tout à l'heure qui disait moi, je diffuse la vidéo sans le son et je trouve que ça, c'est vraiment une bonne pratique parce que déjà, on a une idée de la situation. On observe le contexte d'apparition, on observe les gestes, toutes les modalités. On ne propose pas un modèle unique, c'est-à-dire qu'on ne propose pas, Mohamed Soar l'a dit tout à l'heure, hein, souvent les enseignants ils proposent des choses à répéter. Là, on ne fait pas ça. Et puis, on va simuler l'immersion. Alors, ils ne vont pas participer dans cette immersion simulée, mais en tout cas, ils vont voir la façon dont les interlocuteurs se comportent et ils vont observer des interactions authentiques, des vraies situations. Pour mettre en place cette simulation de l'immersion, pour apprendre, pour enseigner la compétence interactionnelle, je vous propose donc le dispositif Fleuron,
qui est un dispositif qui a été élaboré dans le cadre d'un projet de recherche du même nom. Et donc Fleuron, ça signifie Français langue étrangère universitaire, ressources et outils numériques. Et en fait, c'est un site internet dédié à des étudiants étrangers qui souhaitent faire un séjour en mobilité ou un séjour universitaire ou qui sont déjà en mobilité dans une université française et qui souhaitent se préparer à interagir, soit pour des situations quand ils vont arriver, soit dans des situations auxquelles ils vont participer, même quand ils sont déjà là. Ça permet de faciliter l'intégration et des étudiants étrangers. Le cœur du dispositif, c'est un corpus de vidéos outillé d'un concordancier. Alors, je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Ici, on a le corpus Fleuron. Pour l'instant, c'est un peu plus de 600 vidéos et un peu plus de 20 heures de vidéos. Le corpus est réparti dans ces différentes catégories. On a créé des catégories pour que les étudiants ou les apprenants puissent mieux se repérer dans le corpus. Et on a différentes situations, vous voyez ici un petit peu illustrées, à la boulangerie, parce qu'en France, on a beaucoup d'interactions à la boulangerie, pour prendre un vélo, louer un vélo, pour avoir des interactions à la scolarité, où on a beaucoup aussi d'interactions entre amis. Et puis dans différents types de commerces, ici, on a un dépôt-vente, on a une interaction chez le coiffeur. Donc, on a 600 vidéos de ce type-là. Et puis, le corpus est outillé d'un concordancier. Donc, le concordancier, ça fonctionne un petit peu comme un moteur de recherche qui va aller chercher dans les transcriptions des vidéos. Alors, à partir de Fleuron, moi, je propose, bien sûr, vous pouvez utiliser Fleuron comme une banque de données de vidéos et puis faire des activités traditionnelles de compréhension orale, de compréhension générale, puis détaillée, etc. Moi, je vous propose deux méthodologies différentes justement pour développer la compétence interactionnelle. C'est l'apprentissage avec corpus et l'apprentissage sur corpus, et je vais détailler ces deux méthodologies. Le premier point, c'est l'apprentissage avec corpus. En fait, qu'est-ce que j'appelle l'apprentissage avec corpus? C'est l'enseignant fait une co-analyse de l'interaction avec son apprenant ou ses apprenants. Si certains connaissent la méthodologie des data sessions, je ne vais pas détailler, mais ça ressemble à ça. C'est-à-dire qu'on analyse l'interaction dans sa séquentialité, tour par tour. L'interaction, elle commence par ça, qu'est-ce qui se passe, comment on fait, comment on dit, comment les locuteurs se saluent, comment ils se séparent, etc. Donc on peut analyser la structure de l'interaction, l'ouverture, le corps de l'interaction, la clôture, les différentes activités langagières ou actes de parole, et puis toutes les spécificités du français parlé en interaction. On en a déjà beaucoup parlé dans ce colloque, la chute du cheval, donc des aspects phonétiques, phonologiques, les marqueurs, les reprises, des constructions syntaxiques particulières. Et le corpus, ça permet de découvrir le fonctionnement des interactions, ainsi que les aspects socio-culturaux-pratiques. Ça permet d'avoir de jouer les deux choses. Un dispositif d'apprentissage de la langue, mais aussi un dispositif qui vous permet d'avoir des informations sur comment ça se passe en France. Je vous donne un exemple rapidement. Monsieur, Oui, venez, je vous en prie. On va faire les papiers au secrétariat. merci. Alors, il nous faudrait, s'il vous plaît, votre carte vitale, ainsi que votre carte de mutuelle et votre ordonnance, s'il vous plaît. Et voilà. Merci. Parfait. Merci. On va faire votre dossier. Alors, tac. Ah oui, c'était pour votre pouce, c'est ça? Alors, ici, on retrouve la kiné sympa qu'on a vue tout à l'heure. Et si on regarde la transcription, on peut travailler à partir de la transcription. Et on voit en fait qu'il y a plein de spécificités du français parlé dans cette transcription. Venez, venez, donc elle l'appelle de cette façon. Donc l'adressage, je vous en prie, j'y reviendrai tout à l'heure. On va faire, donc on a ici un futur pour une action immédiate. On a un alors qui est un marqueur d'introduction. Il me faudrait, ici on a aussi un temps de politesse, on a parfait qui sert à évaluer, on va faire, on retrouve ce temps détourné, on retrouve les marqueurs, etc. Donc l'idée c'est de co-analyser l'interaction avec ses apprenants. Et là encore, je sais que beaucoup d'enseignants ne procèdent pas de cette façon parce que
Quelqu'un parlait dans le chat aussi de formation, de la nécessité de former les enseignants. Je suis entièrement d'accord, c'est-à-dire qu'il faut que les enseignants soient formés. Mais dans Fleuron, si vous n'êtes pas formé à l'analyse des interactions, on vous fournit des fiches descriptives des interactions, où vous avez les séquences sur la gauche, vous avez les activités langagières sur la droite, et puis on pointe les différentes spécificités du français parlé, les répétitions, les marqueurs d'introduction, tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Et comme ça, on peut décortiquer avec les apprenants le déroulement d'une interaction authentique et mieux comprendre un petit peu comment les locuteurs s'expriment justement. Et puis le deuxième point dans Fleuron, si vous vous dites, ah ben moi ça m'intéresse de travailler, je vous en prie, ou en tout cas vous avez des apprenants qui ne comprennent pas, je vous en prie. Alors j'ai choisi spécifiquement, je vous en prie, parce que c'est quelque chose qu'on peut travailler avec un très bas niveau. Moi, je l'ai travaillé avec des migrants en niveau 0, et donc ça marche bien aussi hein, pour reprendre un petit peu les propos de Mohamed Sfar tout à l'heure. Hein. La difficulté, ce n'est pas dans le support, mais elle est dans la tâche. Et donc ici, on se dit, bah, je vous en prie, mes apprenants ne comprennent pas. On va aller le chercher dans le concordancier, qui va aller chercher tous les je vous en prie du corpus. Et l'objectif, donc ça va nous afficher tous les je vous en prie du corpus. Et l'objectif ici, donc on passe à la deuxième méthodologie, l'apprentissage sur corpus. Ça permet en fait ici d'entrer dans le corpus par le concordancier, donc en recherchant un mot, plusieurs mots dans le concordancier. Et la méthodologie hein, qui est empruntée à Jones, qui a mis ça au point dans les années 90, mais pour l'enseignement de l'anglais écrit. Ici, on voit que c'est possible pour l'enseignement du français oral en interaction. La méthodologie, elle se déroule en 3 points. On observe les données, c'est-à-dire qu'on observe tous les je vous en prie. On crée des catégories, on met ensemble les je vous en prie qui fonctionnent ensemble. Et on induit les règles de fonctionnement à partir de ces catégories. On peut utiliser ça pour tout ce qui pose problème en interaction, c'est-à-dire toutes les spécificités du français parlé en interaction. Ça permet de découvrir des sens, de comprendre des sens. Et puis ça, c'était un apprenant qui m'avait dit, alors ça permet de faire de la grammaire autrement. Et j'avais un apprenant qui m'avait dit, oh, ben, ça permet de faire de la grammaire de façon sympa, ça change. Bon, on peut faire ça, on peut voir ça comme ça. Si on reprend notre exemple, donc vous avez tous les résultats. Ici, il y en a 44. Je vous ai affiché les 17 premiers. Vous voyez que on affiche tous les je vous en prie, et puis on va pouvoir, verticalement, on va pouvoir regarder ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après. Et puis la spécificité du concordancier de Fleuron, c'est que si vous vous dites, ah bah celui-là, de je vous en prie, je le comprends pas bien ou j'aimerais bien avoir plus de contexte, vous cliquez sur l'occurrence et vous avez accès à la vidéo au moment même où je vous en prie est prononcé. Donc là, vous pouvez comprendre, vous pouvez entrer, je vous en prie, et puis vous pouvez retourner à votre concordancier, puis vous dites, ah bah maintenant c'est celui-là que je voudrais comprendre parce qu'il a pas, j'ai l'impression que c'est une autre catégorie. Pareil, vous cliquez dessus, puis là, on a un je vous en prie en réponse à merci beaucoup, donc on a bien une autre catégorie, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est de cette façon que l'on va pouvoir comprendre. Et puis le principe de l'ASC, c'est que les apprenants ici sont guidés par l'enseignant, mais c'est eux qui vont faire leurs propres observations. Et comme ils font leurs propres observations, qui créent des catégories eux-mêmes et qu'ils induisent eux-mêmes les règles de fonctionnement, c'est pour ça qu'ils les retiennent plus facilement, parce que ce seront leurs astuces, leurs catégories, les règles de fonctionnement qu'ils auront dégagées. On n'est pas sur de la grammaire explicite où on dit à des apprenants c'est comme ça que ça fonctionne, c'est eux qui vont aller induire le fonctionnement. Et puis, on peut ensuite se dire, ah bah, je regarde l'interaction complète, donc on passe à l'analyse avec corpus, parce qu'on se dit, ah bah, je suis tombée sur cette interaction, je vais la regarder en entier. Et c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. Et puis, en regardant cette interaction, on se dit, ah bah, ça marche, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Et bien, hop, on recommence, on va chercher ça marche dans le concordancier. L'objectif ici, on peut alterner ces deux démarches, c'est-à-dire l'analyse l'apprentissage avec corpus, l'AAC, c'est-à-dire je prends une interaction, je l'analyse dans sa séquentialité, je la co-analyse
c'est-à-dire je vais commencer avec mes apprenants, comme je vous le disais tout à l'heure, analyser tour par tour. Alors on peut inclure cette activité dans une séance plus large, c'est-à-dire ici on a quelqu'un qui achète un vêtement dans une friperie. Est-ce que ça existe dans votre pays? On a des enseignants qui englobent cette activité dans d'autres activités. Mais le principe, c'est d'analyser tour par tour. Ici, on voit, dit bonjour, comment se font les salutations, je vais vous prendre ceci, donc qu'est-ce que ça signifie, comment se passe la demande, etc. On va pouvoir analyser finement les interactions et c'est comme ça qu'on analyse finalement les spécificités du français parlé en interaction. On touche les spécificités du français parlé en interaction. Et puis, on va tomber sur quelque chose que l'on ne connaît pas. Hop, on va chercher dans le concordancier. Je vous en prie, on fait de l'apprentissage sur corpus, on analyse des occurrences. Alors, des fois, dans Fleuron, on a 20 heures de vidéos, mais des fois, si on tape bonjour, évidemment, on en a des milliers. Mais on peut faire des sélections. Et en tant qu'enseignant, on peut aussi dire, des fois, moi, je mets des apprenants par groupe, et puis je dis, premier groupe, vous analysez les 5 premières occurrences, puis le deuxième groupe, les 5 suivantes, etc. Puis après, on met en commun. Ou des fois, quand il y en a trop, je sélectionne. Je leur dis, vous allez analyser la ligne 1, 3, 5, 12. Vous pouvez aussi sélectionner. On n'est pas obligé de tout regarder. Alors, en tant qu'apprenant, qu'enseignant, ça se prépare un petit peu pour essayer d'avoir toutes les catégories, mais on peut analyser de cette façon. Et puis, on revient à l'apprentissage avec corpus. Vous avez compris, on peut alterner ces deux méthodologies. Donc, c'est ça que moi, je propose un petit peu avec Fleuron, qui, je reviens sur Fleuron, est composé de situations authentiques entièrement. Pour ne pas conclure, ou en guise de conclusion, pour qu'on puisse avoir un peu le temps de discuter, comme pas mal de mes collègues dans ce colloque, je vais conclure avec des retours d'expérience d'apprenants ou d'apprenantes. Et j'ai un étudiant vietnamien qui dit j'ai appris le français uniquement à travers les livres jusqu'à l'obtention de mon DALF C1. Je pensais avoir une très bonne connaissance en langue française. Cependant, quand j'étais au Vietnam, j'étais choquée. La première fois que j'ai travaillé dans un environnement 100% francophone, je ne comprenais pas ce qu'il disait. Donc, il dit dû à mon manque d'expérience dans les interactions. Un étudiant chinois qui dit ça permet. Ah oui, ça c'est quand j'ai présenté le projet en Chine. À Pékin, il y a un étudiant chinois qui disait mais au moins ça permet de voir des vrais Français. C'est là où on touche un petit peu la simulation de l'immersion. Permet de voir des vrais Français dans des vrais lieux comme les commerces, les universités, les bars. On voit à quoi ressemble la vie en France. Et ça, c'est important. Alors, parce que les manuels ne présentent pas ces aspects-là, hein, on l'a déjà dit, présentent des aspects, d'abord une langue qui n'existe pas, des situations qui sont construites de toutes parts, et même si les dialogues sont parfois bien écrits, ils ne reflètent pas du tout la réalité de la langue. Donc ça permet d'avoir accès à la réalité, non seulement de la langue, mais à la réalité aussi des situations. À la situation, on voit quelqu'un qui va acheter un bouquet de fleurs dans un commerce, quelqu'un qui va acheter du fromage ou quelqu'un qui va interagir à la scolarité, ou des amis qui discutent autour d'un repas, autour d'un jeu, etc. Donc on voit la vraie vie des vrais Français, enfin de vraies personnes. Et une étudiante brésilienne qui, elle, utilise Fleuron. Elle dit, en tant qu'allophone avec Fleuron, je raffine mes choix d'expression et de mots de manière systématique et précise avec le concordancier, ce qui m'aide à mieux comprendre le fonctionnement de la langue et du discours et qui me rassure dans les interactions du quotidien. Elle dit aussi, je peux me servir des ressources disponibles pour élargir mon répertoire et pour savoir comment me comporter dans des situations que je n'ai pas encore découvertes. Et puis enfin, une étudiante coréenne qui dit, avec Florent, on se rend compte rapidement que les situations de communication ne se passent pas comme les conversations qu'on trouve dans les manuels, ce qui crée le décalage entre les compétences travaillées avant d'arriver et les compétences demandées sur place. Et un tout dernier témoignage, maintenant des témoignages d'enseignantes. Alors, c'était que des enseignantes. En tant qu'enseignante en formation de Fleuron m'a permis de découvrir l'énorme diversité de la langue parlée en différents contextes et situations.
ce qui m'a invité à penser autrement l'enseignement de la langue parlée en interaction. En plus, les documents authentiques permettent de travailler sur la langue réelle et vivante, un vrai aperçu du monde francophone, surtout pour les apprenants en contexte hétéroglotte. Et enfin, dernière citation, hein, Fleuron permet d'apprendre différentes manières d'interagir avec les gens et d'apprendre les différentes expressions à partir des situations authentiques qu'on pourrait vivre dans la vraie vie. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire, à la fois sur c'est quoi une interaction, comment on fait pour analyser les interactions, qu'est-ce qu'une interaction à l'oral, c'est quoi savoir être compétent, avoir une compétence en interaction, c'est plusieurs composantes, c'est pas seulement je sais faire ou je sais pas faire, je sais faire certaines choses et puis j'apprends encore à faire d'autres choses, et puis comment on peut travailler cette compétence en interaction. Et je vous donne un petit peu de biblio. Dans cette biblio, j'ai pas mis mes références, c'était pour gagner de la place, mais vous pouvez les retrouver sur mon site web si vous le souhaitez. Et voilà quelques petites références et je vous remercie pour votre attention. Un grand merci à toi. Je te remercie, on te remercie chaleureusement pour ta communication. Et ton approche, elle résonne vraiment directement avec notre réalité en contexte hétéroglotte. Donc, c'est vraiment très précieux. Merci pour ce partage concret et très inspirant. On va Merci. passer aux questions et il y en a. On va commencer avec une question de Yara Mourao, donc, qui est au Brésil, il me semble. Dans quelle mesure on peut penser la compétence interactionnelle depuis les niveaux débutants? On doit l'envisager juste à partir des niveaux intermédiaires. Donc, c'est deux questions en une. Ouais, alors moi, c'est une question qu'on me pose souvent. Et souvent, on dit, mais en fait, les documents authentiques, déjà, en interaction, pour des débutants, ça marche pas. Et en fait, si, et c'est pour ça que je vous avais pris l'exemple de Je vous en prie, parce que moi, avec des tout débutants, je travaille de la même façon, mais je vais travailler autre chose et autrement. Je vais travailler sur les formules de politesse, par exemple, sur l'ouverture d'une interaction, sur la compréhension de demandes. Parce qu'en fait, moi qui travaille avec des migrants, on ne peut pas dire à des migrants, écoute, tu vas attendre d'avoir un niveau B2 avant de pouvoir aller faire tes courses. Et donc, on est bien obligé de travailler certains aspects aussi avec des très débutants, en tout cas, c'est mon avis, et en fait, on ne travaille pas de la même façon. On travaille pas les mêmes aspects. On va moins travailler des aspects syntaxiques, par exemple. Avec des apprenants plus avancés, je vais travailler des détachements syntaxiques, des clivés, des choses comme ça, des choses qui sont très spécifiques à l'oral, des constructions syntaxiques spécifiques à l'oral. Mais avec des niveaux débutants, on va travailler sur comment faire une demande, comment, si je dois trouver du travail, comment est-ce que je peux parler de mon travail, des choses comme ça. Donc, on ne travaille pas les mêmes choses, mais on peut le travailler avec des débutants. Merci. Une autre question, toujours de Yara. Est-ce que vous avez déjà eu connaissance des critiques à l'apprentissage avec Corpus? J'ai pensé à cela à cause des critiques à des approches plus explicites à l'enseignement de la grammaire, par exemple. Alors, en fait, si je comprends bien la question, l'idée de travailler sur Corpus, c'est justement de travailler à partir de situations et pas à partir de la grammaire. Donc, en fait, l'idée, c'est plutôt on va partir des situations et on va regarder dans ces situations quels sont les aspects grammaticaux que l'on a besoin de comprendre ou de produire mais en situation. On ne va pas partir de la grammaire. Et ça, c'est ce que vraiment permettent les corpus, parce que surtout ce qu'on regarde, ce qu'on voit dans les manuels, c'est on a des dialogues qui sont faits pour travailler des points de grammaire. Alors que nous, on va partir dans l'autre sens. On va partir de la situation et on va on va faire des points de grammaire. On peut faire des points de grammaire à partir de corpus, mais ça ne va pas être le point d'entrée. Je ne sais pas si je réponds. Je t'entends plus, Iman. Ah oui, j'ai coupé mon micro. Merci beaucoup. C'était très clair. Et j'ai une question de Huda qui, elle, nous demande si les enseignants, est-ce que les enseignants sont-ils tous en mesure d'analyser les corpus pour en faire ressortir les spécificités ou si c'est davantage un travail de chercheur? Ouais, c'est une excellente question. Et effectivement, c'est plutôt un travail de chercheur. Et c'est pour ça que le site Fleuron, le dispositif Fleuron, il est accompagné aussi d'un site compagnon qui met à disposition des formateurs cette description que j'ai montrée peut-être un peu rapidement, cette fiche descriptive des interactions où on découpe, et ça c'est du travail de chercheur,
où on découpe les interactions, on pointe les spécificités, et en fait, on essaie de pointer un maximum de choses, et ensuite, à l'enseignant, au formateur, de choisir les choses qu'il veut travailler avec ses apprenants. Par exemple, tout à l'heure, j'avais pointé des temps verbaux qui sont détournés de leur fonction principale. Bah, ça, on peut le travailler, on pointe dans la fiche, mais on peut le travailler ou pas avec ses apprenants. Et je suis entièrement, enfin, c'est une très bonne question parce que ce que je dis aussi, c'est que je jette pas la pierre aux enseignants qui ne travaillent pas ni avec des documents authentiques, des interactions authentiques, ni ces aspects-là, parce que le français parlé en interaction, c'est quelque chose de spécifique et il y a très peu d'enseignants qui sont formés à l'analyse des interactions. Donc on essaie de pallier ce manque de formation avec des fiches descriptives et puis on espère aussi que ben, en proposant des fiches descriptives des interactions, ça aide aussi à analyser les interactions futures pour les enseignants qui seront de plus en plus à l'aise avec les interactions authentiques. Mais oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ouais, merci beaucoup Virginie. J'ai une remarque de Ouda qui nous dit que finalement ça ressemble un peu à la démarche FOSS, le corps égale la collecte des données authentiques. Voilà. Oui, C'est une- bien sûr que ça ressemble d'un point de vue méthodologique au FOSS, c'est du français sur objectif universitaire aussi, hein. Donc ça ressemble au FOSS, ça ressemble à la méthodologie du français langue professionnelle également, c'est-à-dire qu'il y a un un recueil de données, une analyse des situations qui sont susceptibles d'être vécues par des étudiants étrangers, puisque Florent, moi je l'utilise avec des gens qui ne sont pas des apprenants qui ne sont pas des étudiants, j'utilise avec des migrants, je l'utilise avec différents types de publics. Ça peut être détourné, mais le public premier de Florent, c'est un public d'étudiants. Donc il y a d'abord une analyse, et cette analyse de besoin, elle est faite sans cesse, parce que les vidéos, elles sont renouvelées, enfin, on a de nouvelles vidéos régulièrement, parce qu'on se dit, ah bah là, les étudiants maintenant, par exemple, quelque chose qu'on a constaté, c'est que ce qui n'existait pas il y a quelques années, on a beaucoup d'étudiants qui vont en salle de sport. Et donc, on a créé des vidéos, enfin, on est allé filmer dans des salles de sport pour comment je crée un abonnement, demander des renseignements, etc. Donc, on fait évoluer en fonction des besoins et ça ressemble tout à fait à la méthodologie du FOSS, ouais. Au moins pour le recueil de données. Très bien, merci beaucoup. Ça répond à la question de Ouda. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas d'autres questions pour l'instant. Mm. Merci beaucoup. Merci Merci. à toi, Virginie. C'était un honneur de t'écouter et de t'avoir parmi nous. On aurait préféré t'avoir en chair et en os à Abu Dhabi, mais pourquoi pas Bonne prochaine, fois. prochaine fois. Merci beaucoup et Merci à vous nous toutes. arrivons à Merci la... à tout le monde. Merci.